Je remercie d'abord l'organisation de m'avoir invité pour présenter une partie des travaux qui sont menés dans l'équipe Ellipse, dirigée par Didier Marion, dans l'unité biopolymère interaction assemblage de l'INRA de Nantes. Le travail dont je vais parler a été réalisé en collaboration avec l'UMR Génétique, Diversité et Écophysiologie des céréales de l'INRA de Clermont-Ferrand. Alors, le titre est un peu sec, dureté de l'albumène et pyroindoline, pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec les céréales. Donc, je vais commencer par d'abord définir ce que c'est que la dureté de l'albumène et ensuite présenter ces protéines que sont les pyroindolines. La dureté de l'albumène, c'est tout simplement la texture de celui-ci qui est en fait sous contrôle génétique. Et elle se définit comme étant un facteur qui va impacter la granulométrie de la farine et donc le taux d'amidon endommagé et in fine la valeur d'usage. Alors, elle se décline comme étant sous l'allèle hard ou l'allèle soft. L'allèle hard est représenté ici. On voit que ça c'est relié en fait à la compacité de la matrice amyloprotéique. On le voit très nettement ici. Par opposition à un phénotype soft, on voit très bien que les grains d'amidon sont très espacés. Alors j'ai dit que c'était sous contrôle génétique parce que c'est porté par le bras court du chromosome 5D. Et ce locus, en fait, comprend ces fameux pyroindolines, pyroindoline A, pyroindoline B, les gènes qui codent pour ces protéines, mais aussi un autre gène un peu déviant de ceux-là, mais qui est très homologue, qui s'appelle la GSP. Ça veut dire Grain Softness Protein. Les pyroindolines, c'est quoi? Ce sont des petites protéines cationiques entre 115 et 117 résidus sous forme mature, une fois processés. En fait, ils passent par la voie de sécrétion, donc ils portent d'abord un peptide signal, et ensuite il y a un propeptide qui est aussi clivé en aval de ce peptide signal. Elles contiennent 5 pendisulfures, et leur caractéristique, c'est qu'elles contiennent un domaine riche en tryptophane qui est manifestement responsable peut-être de leur propriété d'interaction et fonctionnelle aussi. De plus, ces protéines subissent en fait un clivage en C-terminal où au moins les trois peptides tyrosine, tryptophane sont processés. Ça peut aller plus loin, je reviendrai là-dessus au cours de mon exposé. Alors donc, comme je l'ai dit, l'absence des pyroindolines, en fait, l'absence des pyroindolines se traduit systématiquement par un phénotype hard, mais que l'absence de celle-là. Par contre, pour la pyroindoline B, toute une série de mutations peuvent générer un phénotype hard, malgré la présence de la protéine. Ce qui n'est pas le cas en fait de la pyroindoline A. Donc, plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer ces phénotypes. L'hypothèse, c'est que ces protéines empêcheraient l'adhésion entre la matrice protéique et les grains d'amidon, et donc la compacité de l'albumène. Et les trois hypothèses, c'est qu'une découle en fait d'une propriété observée in vitro, c'est-à-dire que ces pyroindolines interagissent avec les lipides in vitro et modifieraient l'association amidon-matrice protéique médiée par les lipides issus des membranes des amyloplastes. L'autre hypothèse, c'est que ces protéines, en fait, on a montré il y a quelques années, 2 ans, en collaboration toujours avec le GDEC, que ces protéines de réserve, que ces protéines étaient apparentées aux protéines 2S des cotylédones et s'accumulent en fait dans les corps protéiques. Donc ils suivent la même voie de sécrétion que les prolamines. Et donc
il y aurait des associations entre les prolamines et les purandolines qui modifieraient l'association amidon-matrice protéique en impactant en fait l'agrégation des prolamines. Je reviendrai sur l'agrégation des prolamines à la fin de mon exposé. Sinon, une troisième hypothèse, c'est que l'expression de ces purandolines, comme je l'ai dit, il porte un peptide signal, donc il passe par la voie de sécrétion, et comme elles présentent 5 points du sulfure, ils peuvent générer tout un tas de stress, entre autres un stress oxydant et un stress de l'UPR, parce qu'ils sont synthétisés au niveau du RE. Et ce faisant, elle impacterait en fait la cinétique de la mort cellulaire programmée. Voilà. Alors, dans l'équipe, on a eu différentes approches. Certains sont en cours, d'autres qui ont été momentanément interrompus. Les approches en cours, c'est l'étude in vitro en fait, des interactions du purandoline à la fois avec les lipides et avec les protéines de réserve. In planta, l'utilisation d'un certain nombre de lignées isogéniques de transformants silencés surexprimant les différentes purandolines. Donc, ces travaux en fait sont toujours en collaboration avec l'unité JDEC. Sinon, il y a eu des travaux antérieurs utilisant l'utilisation des gènes soft pour les introduire dans des fonds génétiques hard pour complémenter en fait ces lignées nulles PIN A par exemple, enfin, qui sont dépourvues de purandoline A ou qui sont dépourvus de purandoline B pour aboutir à un phénotype soft. Donc ce que je vais exposer aujourd'hui, c'est en fait, on s'est posé la question, quel serait l'impact dans un contexte génétique hard si on rajoutait une autre version hard. C'est ce que je vais, de purandoline B là. C'est ce que je vais exposer aujourd'hui. Alors, comme fond génétique hard, on a utilisé Courteau, qui porte en fait une purandoline A, D1A, qui a un allèle soft, et une purandoline B, D1D, qui porte en fait une mutation purandoline B, tryptophane arginine 44. C'est les gènes en fait de purandoline A, donc allèle soft, et purandoline B, allèle hard, qui portent une mutation glycine 46, sérine 46. Vous voyez que ces mutations-là sont tous portées par la boucle qui contient le domaine tryptophane. Donc ces deux gènes ont été mis sous le contrôle d'un promoteur BX7, codant pour une glutamine de haut poids moléculaire, pour une expression en fait spécifique dans les cellules de l'albumène, et ont été introduites par biolistique dans des embryons immatures. Et après ségrégation, on a obtenu les T4, donc les lignées T4 qu'on est en train de caractériser, enfin, qu'on a caractérisé, phénotypé, donc, et aujourd'hui, je vais vous parler de la teneur et la structure des protéines exprimées dans ce fond génétique, de la dureté des grains de blé, mais aussi de la teneur et de la composition des protéines, des lipides dans ces lignées-là. Je reviendrai, en fin d'exposé sur les perspectives ouvertes par ce travail, parce qu'on ne les a pas fait juste pour caractériser et phénotyper ces lignées, et j'y reviendrai. Donc, on a eu un certain nombre de transformants purandoline A et purandoline B, et on les a criblés par test ELISA, d'anticorps spécifiques, que ce soit pour la forme A ou la forme B de la purandoline. Et 5 lignées purandoline A ont été choisies, et un nul ségrégant. Donc les 5 lignées sont représentées là. Vous voyez une lignée qui surexprime pas mal la purandoline, donc 4 fois, et une lignée qui s'exprime par exemple 2 fois cette purandoline. Donc les 5 vont être caractérisés, le nul ségrégant étant représenté ici. Maintenant, on a sélectionné 8 lignées purandoline B et un nul ségrégant qui est là. Et ces 8 lignées représentent en fait
il n'y en a que deux qu'on pourrait considérer comme étant des surexpresseurs. Les autres, en fait, surexpriment à peu près au même niveau que le nul ségrégant, qui est là. Il y a une autre lignée, en fait, qu'on a sélectionnée aussi pour caractérisation, qui sous-exprime, en fait, cette purandoline B. Donc, on peut dire que les niveaux d'expression de purandoline A et purandoline B sont différentes. Et d'une façon générale, sauf cas particulier, la surexpression d'une purandoline, ici la A, n'impacte pas l'expression de la B et aussi la surexpression de la purandoline B n'impacte pas trop l'expression de la purandoline A. Donc j'ai dit que j'allais revenir sur le clivage C-terminal, là représenter un profil HPLC des purandolines purifiées. Ici, représenter la forme la plus longue, elle correspond en fait à la version surexprimée. Et on voit que le clivage s'arrête à G, c'est-à-dire chez la version, chez cette protéine-là, il manque que le tyrosine, tryptophane, le tripeptide dans ces terminales. En revanche, il y a une autre isoforme là qui sort, qui est beaucoup plus processée et qui a perdu en fait la glycine et les oleucines, ce qui arrive souvent avec la carboxypeptidase qui clive ces protéines dans ces terminales. Comparé au nœud ségrégant, on voit que la proportion de celle qui est la moins tronquée est plus grande que dans le nœud ségrégant. De plus, on a dans la purandoline B qu'on a introduit dans Courtauld, dans le fonds génétique Courtauld, qui est issu de Renan, on peut la voir ici, et, parce qu'il sort plus loin que la purandoline B de Courtauld. Donc on peut dire que la maturation post-traductionnelle de la purandoline est bien affectée. La purandoline A est affectée dans les lignées surexprimant ces purandolines. Peut-être y a-t-il une saturation de la machinerie de clivage, donc de la carboxypeptidase qui cible ces protéines-là. Par contre, on n'a pas observé, si, on a observé l'impact significatif de la purandoline A sur la dureté. C'est représenté, en fait, la dureté est déterminée par NIRS, le prochain infrarouge. Ici, c'est le nœud ségrégant. On voit qu'il est à 80 de dureté. Et là, par contre, quand on surexprime la purandoline A, ça tombe vers 50. En revanche, pour la purandoline B, la surexpression de la purandoline B, ou la sous-expression de la purandoline B, ou l'expression au même niveau que le nœud ségrégant de la purandoline B, n'aggrave en rien la dureté du fonds génétique Courtauld. On peut voir qu'il y a un effet du dosage, en fait, parce que là, c'est représenté une moyenne des lignées, mais en fait, en fonction du niveau d'expression des purandolines A, on a plus ou moins une diminution de la dureté du fonds génétique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il n'y a pas de changement du variant purandoline avec le purandoline B. La surexpression de ces protéines-là n'impacte absolument pas ni la teneur des protéines solubles, ni la teneur non plus des gliadines, ni leur composition, ni la teneur en gluténine de haut poids moléculaire. Donc tout ça est comparé à purandoline A et à nul ségrégant, purandoline B, nul ségrégant. On sait, je vous l'avais dit tout à l'heure, que les interactions entre les purandolines et les prolamines à l'intérieur du corpuscule protéique pourraient être à l'origine, pourraient impacter l'agrégation. Donc on a essayé de voir ça. Donc on a passé les polymères de gluténine
en diffusion de la lumière, donc après extraction. Et là, on voit qu'il y a deux familles d'agrégats. Une surreprésentée, qui représente 90% et qui présente un rayon hydrodynamique de 22 nanomètres, et une autre de 260 qui est là et qui représente à peu près 10%. En décomposant et en zoomant sur ce pic-là, on voit bien qu'il est composé de deux familles d'agrégats, un plus important que l'autre, et comme par hasard, les agrégats les plus massifs, en fait, c'est les surexpresseurs puro A et puro B, versus en fait les nus ségrégants ou ceux qui surexpriment très peu la purandoline B. Donc on peut dire qu'il y a un impact faible, certes, mais un impact sur la taille des polymères de glyphénine. Je vais aller rapidement, hein. Il n'y a pas eu d'impact sur la teneur et la composition des lipides totaux ou les acides gras ou les galactolipides, qui sont les lipides des amyloplastes, ou même les phospholipides, qui sont les lipides des autres systèmes membranaires. Alors, en conclusion, on peut dire qu'il y a un effet marqué de la purandoline A sur la dureté, et que la surexpression d'un variant hard purandoline B dans Courtauld n'aggrave pas cette dureté. Donc, il y a peut-être une dominance du phénotype soft. La maturation, en fait, est impactée du fait de l'arrivée massive de protéines, et donc peut-être que l'activité carboxypeptidase des cellules d'albumine est saturée. Tout ça a été fait sur le grain sec, et bien entendu, on ne voit pas de différence. Enfin, bien entendu, on n'a pas vu de différence ni dans la composition, ni dans la teneur des lipides ou des protéines, mais ce travail a été fait dans la perspective de voir si des petites protéines qui transitent par le réticulum endoplasmique et qui forment des ponts du sulfure ne seraient pas susceptibles de générer un stress oxydant, et quel serait l'impact de ce stress oxydant sur le développement des grains de blé. C'est pour ça qu'en perspective, en fait, on va étudier ce qui se passe au cours du développement, en prélevant bien entendu les grains au cours de ce développement, à différents stades. Donc, ce travail a été fait, donc, comme je l'ai dit, dans l'unité BIA, avec la collaboration des membres de l'équipe, la collaboration effective d'un certain nombre de membres de l'équipe, en collaboration aussi avec l'UMR-JDEC de Clermont-Ferrand, que je remercie. Je vous remercie. Merci Ralil. Je crois qu'on a le temps pour une question. Oui, est-ce que vous savez si la conformation tridimensionnelle des protéines surexprimées est correcte dans... C'est prévu. Par exemple, la mise en place des ponts disulfures, c'est un facteur limitant ou... Ah, c'est un facteur limitant, oui. Ouais. C'est prévu, oui. D'accord. Bon, mais le problème, c'est qu'il nous faut du matériel pour pouvoir... ne serait-ce qu'à des creuses circulaires.